Et oui, et donc effectivement on va pouvoir discuter game design avec Florian Siriex. Bonjour. Salut. Bienvenue, re-bienvenue à un pixel près, parce que on a déjà un épisode. C'était il y a pas longtemps. Hein. C'était il y a pas longtemps. Où on parle en plus de la condition d'auteur et d'autrice en France et de ce que ça veut dire en fait justement de créer des jeux de société. En plus toi t'en as un certain nombre à ton actif. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Ouais. Ça commence à faire. Je ne sais pas combien de jeux actuellement, si on compte les jeux qui vont sortir et ceux sur lesquels tu travailles en proto, il y en a combien ? Alors, on ne peut pas compter les protos, mais en comptant ceux qui vont sortir, je crois que j'en suis à 30. À 30 ? Ouais. J'aime beaucoup, voilà. Donc, après, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans ? Ouais. Mais quand même, c'est une trentaine, une trentaine de jeux édités, c'est très très bien. Et donc là, l'idée, c'est justement de parler de game design parce que une particularité, c'est comme ça qu'en fait, je t'ai connu. Je t'ai connu en étant au Festival du jeu de Montpellier, notamment, au Festival international du jeu de Cannes, où je voyais quelqu'un qui, en fait, présentait un jeu qui sortait et qui disait du coup là tout de suite je te laisse parce qu'en fait il faut que j'aille à l'étage parce qu'en fait j'ai un proto à présenter. Du coup t'allais à l'étage et quand je te voyais là-bas c'était bon et du coup là je vais aller là-bas pour présenter un autre jeu qui sort et je te disais mais attends mais c'est pas en bas ton jeu? Non mais c'est parce qu'en fait il y en a 4 sur le salon. C'est comme ça que je t'ai connu. Ça représente bien mon Cannes. J'ai hâte. C'est la semaine prochaine, j'ai trop hâte. Et du coup là on se retrouve ensemble avec justement le fait que toi de ton côté il y a systématiquement des protos, on te voit systématiquement avec des nouveaux jeux. Je crois que je t'ai jamais vu avec le même jeu dans les mains. C'est-à-dire à chaque fois c'est un nouveau proto, à chaque fois c'est un nouveau truc, et c'est surtout un truc qui marque beaucoup quand on est forcément sensible au game design, c'est le fait que c'est pas nécessairement les mêmes mécaniques. Tu vas à chaque fois, on dirait, alors c'est de l'extérieur, hein, parce que t'as Imaginarium, t'as Cowboy Bebop, t'as la planche des pirates. La planche des pirates, quand même, la planche des pirates, quoi. C'est-à-dire à chaque fois, on te voit arriver avec un truc où c'est un peu inédit par rapport à ce qu'on sait de toi. Est-ce que c'est entre guillemets un devoir de game designer, de créateur que tu es, ou est-ce que au contraire c'est vraiment une bougeotte en mode je vais c'est bon, j'ai fait je sais pas un jeu de pli, je vais faire autre chose. Alors ça m'est complètement personnel parce que il y a plein d'auteurs qui ont des touches en fait et qui restent un peu sur des choses qui se ressemblent. Moi, je pense que personnellement, en fait, j'ai ce côté un peu hyperactif de genre, un truc bleu, un truc qui brille, un truc qui sent bon, c'est génial, encore. Et du coup, ouais, j'ai fait 2 jeux de deck building quand même, tu vois. Et du coup, je me dis, putain, j'ai fait 2 jeux de deck building, c'est trop, faut que j'arrête. En fait, non, je vais pas arrêter, mais à chaque fois que je réfléchis à un nouveau jeu, je me dis, mais ça, je l'ai déjà fait. Est-ce que je ferais pas autre chose ? J'aime bien aller explorer des terrains connus. Des fois, ça marche moins bien. Des fois, ça marche bien. C'est pas grave, en fait. Mais j'aime bien explorer tout. Et comme j'aime beaucoup de choses, je joue avec mes enfants. J'aime les jeux enfants. J'ai toujours joué avec des enfants parce que j'étais prof. J'ai toujours joué avec des experts à des gros jeux. Et du coup, j'aime bien les gros jeux aussi. Et du coup, sur les réveillons, je vais faire des jeux d'ambiance. Donc, du coup, j'aime bien les jeux d'ambiance. Donc, je vais faire des jeux d'ambiance. J'essaye de tout faire, en fait. Pour tout me plaît. Donc, je fais ce qui me plaît. Et en général, ça marche. C'est rigolo parce que justement il y a la dernière fois donc je sors mes étagères, je vois Cowboy Bebop sur lequel toi tu as travaillé, qui est l'adaptation du coup de l'anime, tout à fait. Non pas de la série Netflix mais vraiment de l'anime, voilà, de rien. Et effectivement à côté de ça je vois par exemple les jeux de Eric Lang à l'époque de l'Appel de Cthulhu, du Trône de Fer et de Warhammer Invasion dans le désordre, 3 jeux
dans 3 univers différents, mais effectivement qui ont une patte. C'est-à-dire que si vous savez jouer à l'un des 3 que je viens de citer, en fait, vous savez globalement jouer aux 2 autres parce que c'est un système de cartes avec des mots-clés. Et en fait, tu as un système d'attaque, de défense, de machin. Et soit tu te bats pour récupérer des cartes histoire, donc c'est des espèces de défis à majorité d'icônes. Soit c'est je protège ma citadelle et du coup, selon où je mets ma carte, je suis en attaque, en défense, machin. Soit le trône de fer, il y a un système de rôle où il y en a un que je vais protéger, l'autre je vais pas l'aimer, etc. Et donc pareil, on va se mettre sur la tronche. Mais effectivement, là il y a une période de game design pour Eric Lang qui ensuite a fait d'autres trucs, complètement d'autres trucs. Est-ce que toi justement tu sens que tu as eu des périodes comme ça en game design, ou est-ce que vraiment t'as sauté du coq à l'âne Ouais, non, je saute du coq à l'âne tout le temps. Clairement, tu tiens pas en place. J'ai pas de... Ouais. Non, puis j'aime bien justement vraiment passer à autre chose en fait. D'accord, ok. C'est vraiment le... C'est très intense en fait. Ouais. Et du coup, quand je suis dans un proto, j'y suis à fond. Et une fois que le proto il sort, donc je vais faire toutes les démos dans les festivals et tout. Et du coup, je vais en bouffer. Parce que du coup, tu vas faire 100, 150, 200 parties de démos, des festivals partout, machin. Et après, le jeu, je veux plus en entendre parler. Pendant 1-2 ans, j'y touche plus du tout. D'accord. Après, j'y reviens avec plaisir. Mais ça met du temps. Parce que... 200 parce parties, que, oui. ouais, parce que j'en ai fait beaucoup avant au développement, à la création, tout ça, parce que j'en ai fait beaucoup quand il est sorti, et que après, je suis passé à autre chose en fait. Et du coup, t'as envie de renouveau, t'as envie de nouveaux trucs. C'est comme les gens ont envie de nouveaux jeux. Moi, le truc, c'est que mon jeu, il est pas nouveau quand il sort. Pour moi, c'est déjà un truc du passé, donc. Et alors, dans l'épisode précédent, il y a une phrase en disant voilà, je suis allé voir Tenet à l'époque. Je suis ressorti de là, j'avais envie d'un jeu qui aille en avant. Ouais. Voilà, ouais. Je retiens les trucs. Hein, ça fait mal, ça. Parce que c'était une bonne idée, je crois. J'étais pas loin, j'étais not far away. Et justement, il y a cette idée-là de comment est-ce qu'on travaille. Justement, on a parlé du côté le jeu quand il est chez l'éditeur. Dans l'émission précédente, on a parlé vraiment de la relation avec l'éditeur, la relation avec les boutiques, etc. Et du coup, comment est-ce que toi, tu évolues en tant que professionnel de la création. Mais là, en tant que game designer, tu as cette intuition-là en termes de mécanique. C'est quoi les étapes, en fait, autour de cette intuition ? Comment est-ce que toi, tu travailles ? Parce qu'après, on peut comparer avec le jeu vidéo, par exemple. Eh oui. Alors, comment je travaille ? Je pars d'une envie ou d'un besoin. Un besoin, c'est, par exemple, il y a un éditeur qui dit « Ah, j'aimerais bien un jeu de cartes pour 3 à 6 joueurs, 54 cartes qui durent 10 minutes, est-ce que tu sais faire ça ?» Vas-y, je vais essayer. Voilà. Donc là, ça part d'un besoin, j'ai besoin de faire un jeu de ce format-là. Et du coup, travailler sous contrainte, c'est vachement intéressant. J'ai fait des jeux de commande aussi, très intéressant aussi. Par exemple, Pékin Express. Et des fois, ça part d'une envie. L'envie, c'est, pour revenir à la planche des pirates, qui est mon plus gros succès, c'est mon co-auteur Benoît qui débarque avec un proto qui était le proto de Le Grand Méchant Monstre, qui est sorti chez Banquise l'année dernière, je crois. Et en fait, pour le scoring, il avait un système avec... Tu mettais tous les points que tu gagnais sur un truc aimanté, et au bout d'un moment, ça lâchait, et il y avait une planche qui se levait avec le monstre. En fait, ça libérait le monstre, et le monstre se relevait et faisait bouh, et la partie se terminait là. Et je disais, oui, c'est marrant, mais en fait, c'est juste, ça met la fin à la partie, c'est pas le jeu, alors que cette planche aimantée, c'est vachement drôle, on pourrait faire un vrai jeu avec. Oui. Je dis vrai jeu un peu méchamment, mais... je dis non, mais en fait, j'ai envie de faire un jeu avec cette planche-là, regarde, si on la met là, ça fait un bateau pirate. Et là, il me dit, oh putain, oui. Mais putain, on va complètement faire ça. On fait un bateau pirate, on met des mecs dessus, et soit ils avancent, soit tu mets des trucs sur l'autre, le premier qui tombe, machin. Et en fait, on a fait ça en 1 heure, je crois, on avait le proto final. Et quand je te dis final, c'est, on avait pas les illustrations, mais tout le jeu était là, en fait. Okay. Il y a des gens qui s'imaginent encore, qui me demandent encore, ah, ben, vous avez de la chance, l'éditeur, il a une super idée de mettre les planches aimantées. Je dis, mais non, c'est ça le jeu, en fait. S'il n'y a pas la planche aimantée, le jeu, il n'existe pas. Et en fait, c'est parti de et là, c'est vraiment une envie de, viens, on fait un jeu avec des planches aimantées, des pirates qui tombent à l'eau, c'est trop bien. et quand t'es sur ça, en fait, ton cerveau, il est 100% sur ça, en fait. D'accord, ouais. Donc en gros, tu vas vraiment bosser là-dessus. Je fais le parallèle avec le jeu vidéo. Une façon de travailler le jeu vidéo, c'est notamment de travailler sur ce qu'on appelle un mood board. Donc en gros, l'idée, c'est que vous avez une espèce de tableau blanc virtuel ou non, et en gros, vous allez coller toutes les références que vous avez en la matière, que ce soit en termes de mécanique,
en termes de thème, en termes graphiques, en termes, par exemple, votre personnage, s'il y a le grappin, le fameux grappin dans le jeu vidéo, typiquement, vous allez montrer tous les jeux où on utilise le grappin de la façon dont vous le pensez. Ce qui fait que quand vous discutez avec d'autres personnes, parce que le jeu vidéo, vous pouvez pas c'est vraiment du collaboratif, tout seul c'est compliqué, même s'il y en a qui le font, vous avez des points de référence extrêmement précis. Tu sais dans ce film-là, tu sais dans Tenet, tu sais dans machin. Est-ce que toi, tu travailles comme ça? Hier. Ah. Hier. On bosse sur un proto avec Benoît Turpin, encore. Il me dit, putain, j'ai joué à Ratus. Ratus, c'est un vieux jeu, je crois qu'il a 20 ans. Il me dit, il est vraiment trop bien. Et surtout, il y a une mécanique dans Ratus qui est vraiment géniale, c'est ça. Eh bien, viens, cette mécanique-là, on l'adapte à notre proto, de cette manière-là, en changeant ça, machin. Ok. Et en fait, on part sur ça. On part sur cette mécanique-là, ça lui a procuré des émotions super à lui. Du coup, on copie la mécanique, on la met dans notre jeu, et en fait, comme c'est pas le même jeu, comme c'est pas les mêmes émotions qui passent, comme c'est pas la même manière de jouer, ben en fait, elle va être transformée, cette mécanique. On va partir de cette mécanique-là, et en fait, on va la transformer jusqu'à ce qu'elle s'adapte complètement à notre jeu, et que ça devienne notre mécanique, en fait. Et du coup, c'est le grappin. Le grappin. Et du coup, mais en fait, tu fais tout le temps ça. Tous les jeux de deck building, le grappin, c'est Dominion. Tu vois, ouais, Dominion, c'est vraiment... Dominion, c'est le premier jeu de deck building. Le jeu où tu construis ton paquet de cartes au fur et à mesure de la partie. Au début, tu as des cartes... T'as 10 cartes, t'en pioches 5, tu les joues. Et au fur et à mesure, tu vas rajouter des cartes dans ton paquet et enlever des cartes dans ton paquet. T'enlèves les moins bonnes, tu rajoutes des meilleures. Et du coup, à chaque fois que tu pioches, t'as des mains différentes, t'as des cartes différentes. Et du coup, c'est trop bien. Et du coup, c'est trop bien. C'est vraiment une mécanique incroyable, je trouve. Oui, mais depuis, il y a 250 jeux basés sur le deck building. Ouais. Et maintenant, des jeux vidéo. Là, je suis piqué à Wild Frost. Faudra que j'en parle de ça dans l'émission. Ah, faudrait que j'y joue ça. Oh, c'est incroyable. C'est un hiver éternel et du coup, tu as des différentes tribus. Donc en plus, tu les découvres au fur et à mesure. Chaque tribu a des leaders. Tu choisis un leader et ça va conditionner les cartes que tu vas avoir. Okay. Et ensuite, tu pars à l'aventure et évidemment, tu as différents chemins à prendre. Donc en fait, selon les chemins que tu prends, tu as des bonus qui sont différents. Et à chaque fois, c'est des bonus parmi 3. Donc en plus, t'as vraiment ce truc-là de personnaliser à mort ton paquet. Et t'as vraiment plein de parallèles maintenant, jeux vidéo, jeux de société. Moi, je trouve ça excellent. Et les jeux de vidéo que je préfère souvent, c'est soit des trucs très loin du jeu de société, soit des trucs très proches. Oui. En très proche, il y a Hades. Hades, c'est un jeu de société en fait. Ouais. En fait, les combats au milieu, tu t'en fous. Tu cliques sur ton bouton, tu fais clac, 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 clac. En fait, tu t'en fous. Il n'y a pas de compétences. Ouais. Ce qui est excellent de Hades, c'est quelle porte tu choisis et quand tu passes la porte, quel bonus tu choisis. C'est ça. C'est un putain d'engine building en fait, Hades. Ouais. C'est génial. Tu montes ton moteur, tu fais des machins. Attends, putain, là, il a 4% de plus en vol de vie, mais du coup, si je mets 5% en vitesse, ça fait ça, machin. Et en fait, après, tu cliques frénétiquement et c'est drôle et c'est jouissif et en plus, ça te pose le cerveau pour la phase où tu dois réfléchir après. Enfin, c'est une perfection. D'ailleurs, il a gagné Game of the Year, c'est pas pour rien. Oui. Pour moi, ça, c'est génial. Il y a Slay the Spire qui est excellent. Il y a Dicey Dungeon, je sais pas si tu connais. Oui. Oui. Qui est très drôle aussi. Je l'ai joué en live. C'est pareil, ça c'est un jeu de société avec des dés. Vidéo, mais c'est trop avec bien. Des dés, selon où tu places tes dés, en fait, t'as une espèce de tableau où à chaque fois que tu affrontes des ennemis, t'as les ennemis en face de l'autre côté du tableau, et selon où vous placez vos dés, vous avez des effets. Donc il y a des dés qui vont booster les dés qui sont sur les cases à côté. Il y en a d'autres qui vont booster un dé qui est de l'autre côté du tableau, et donc en gros vous construisez. Tu mets des dés en attaque, des dés en défense. Ah ouais. Et tu peux acheter des nouvelles armes, tu peux builder ton plateau. Enfin, c'est génial. C'est très très bien. J'avais fait du coup dans un pixel près, il y avait eu la rediffusion d'un live que j'avais fait avec Milkshake Games sur le jeu Gacha Fever. Donc c'est un jeu où tu contrôles pas le tir de ton personnage, juste tu te balades sur la carte et t'espères juste comme Vampire Survivor que les armes soient assez puissantes en fait pour te laisser survivre. Et en gros l'idée c'est que j'avais un truc où le principe, et on en discutera dans un instant, le principe c'est selon eux en tout cas dans l'analyse de ce type de jeu, c'est de casser le jeu. C'est-à-dire qu'en gros, tu arrives et t'essayes de trouver la façon de... là, par exemple, moi, j'avais très peu d'attaques. Par contre, chaque attaque avait une fonction vampire, ce qui fait que je regagnais des points de vie. Et en gros, j'avais un boost qui faisait qu'à chaque fois que je regagnais des points de vie, j'en regagnais encore. Donc en gros, mon perso ne mourrait pas. Ce qui est très pratique, en fait, parce que du coup, tu fais peu de dégâts, mais tu restes très longtemps. Donc en fait, c'est OK. Est-ce que pour toi, justement, ce truc-là, il y a un côté quand tu joues à un jeu, en tout cas quand tu crées un jeu, cette idée de laisser les gens se l'approprier en mode allez-y,
allez-y, franchement, allez-y, faites-vous plaisir, prends ton truc, etc. Ou est-ce que tu es quand même dans une logique, à un moment donné, d'équilibrage et de te dire, non, on va essayer de poser un peu pour pas avoir des trucs cassés? Alors, moi, je suis en général sur de l'équilibrage. Je crois que le terme technique, c'est au doigt mouillé. J'aime beaucoup. Non, en fait, j'alterne les deux. J'ai un passé d'informaticien, donc je crée des gros tableaux Excel bien sales et voire des programmes pour créer l'équilibrage des jeux sur lesquels j'en ai vraiment besoin. Et les autres, je le fais en fonction des parties. C'est-à-dire, je fais jouer les gens et puis je t'adapte aux sensations, en fait. C'est pas forcément bien qu'un jeu soit trop équilibré. Le dernier exemple en date, là, c'est Café de Fleurs, qui vient de sortir. Ouais. Je me suis rendu compte au deuxième tour qu'en fait, quoi que tu fasses, tu gagnais toujours le même nombre de points. Proportionnellement. Et après, de temps en temps, tu chopais un bonus qui faisait un point de plus que les autres. Mais en fait, si tu joues bien, tout le monde fait toujours le même score. En fait. C'est étonnant. Et du coup, c'est ultra frustrant. Parce que tu te dis, en fait, autant pas jouer, quoi. C'est ça. Mais je pense que je suis passé à côté du jeu. Parce qu'en fait, je pense que du coup, une fois que tu t'es rendu compte de ça, en fait, le jeu, c'est pas si on fait la même chose, on gagne tous des points, c'est comment je vais faire pour que, en fait, moi, je gagne 1,5 point et que lui, il gagne un demi-point. Et du coup, en fait, c'est un jeu super méchant, alors qu'il est présenté comme un jeu paisible où tu vas construire ton sol de café. Mais je pense que les gens qui veulent jouer en paisible, ils jouent leur sol de café, ils le font, ils sont contents et il n'y a pas d'interaction. Et que, voilà, bref. Du coup, on revient sur tout dépend des émotions. Et tu vois, cet équilibrage-là, moi, il m'a pas plu parce que c'était trop équilibré, mais en même temps, il y en a d'autres, ça leur plairait pas si ça l'était pas assez. Enfin, tu vois. Ouais. Et ça dépend vraiment des émotions. Zoorun, jeu pour enfants, que j'ai créé. Le principe, c'est que tu as 3 cartes. Sur chacune des cartes, tu as 3 fesses d'animaux d'un côté et 3 têtes d'animaux de l'autre. Et en fait, tu dois choisir le placement de tes cartes. Donc, tu as 6 possibilités pour essayer de reconstituer des animaux de même type. C'est-à-dire une tête d'éléphant avec un cul d'éléphant. Parce que sinon, ça marche pas. Oui. Et du coup, on a discuté avec l'éditrice, Aurélie Raphaël, qui est montpelliéraine. Ah oui, que je connais en plus. Enfin, oui, tout à fait. Exact. Et c'est elle qui a créé la marque Loki. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et la gamme Loki. Et donc, on discute et je lui dis, en fait, comment tu veux que ça fonctionne ? Et en fait, la décision qu'on a prise, c'est... moi, c'est un truc qui était important pour moi et qui l'était aussi pour elle, donc tant mieux. C'était, en fait, quelles que soient les 3 cartes que tu prennes dans le jeu, il y a toujours une solution. Tu peux forcément, au minimum, faire un animal et au maximum en faire 3 pour pas trop déséquilibrer, machin. Et bien, du coup, ça. Et oui. Ça, j'ai fait un programme qui, en fait, a généré des cartes aléatoires et qui testait avec toutes les cartes préexistantes. C'est-à-dire que les 2 premières cartes, elles sont faites, ok. La 3e carte, elle vérifie qu'avec les 3 cartes, tu peux faire entre 1 et 3 animaux. La 4e carte, elle vérifie avec 2 sur les 3 cartes, 3 fois. Ah oui, c'est que des probas. La 5e carte, ah non, c'était du récursif. Ah oui, C'était un programme récursif, en fait, qui prenait à chaque fois tous les trucs d'avant et qui vérifiait avec tous les trucs d'avant. Et du coup, il y a 30 cartes dans le jeu. Et elle m'a demandé d'en faire 35 et je lui ai dit non, je ne peux pas. Parce que mon ordi plante. Bientôt, il va te falloir un ordinateur quantique pour pouvoir équilibrer. Après, je pense que mon programme n'était pas optimal. Mais c'est pour dire que du coup, tu vois, sur un jeu Cowboy Bebop, on a fait un tableau Excel et on s'est dit, il y a des cartes qui sont pas tout à fait équilibrées, mais c'est pas grave. T'as des cartes, t'as trop envie de les acheter. Et t'as des cartes, tu dis, ah, mais celle-là, elle m'intéresse pas. Mais en fait, elles peuvent t'intéresser suivant la configuration de ton jeu, en fait. Ouais. Et c'est pas grave, c'est le jeu. C'est une analyse sur Star Realms. Voilà. Où en fait tu as des cartes. On avait à l'époque où j'étais à Sudpixel, on avait organisé une conférence sur l'équilibrage. Alors c'était même le MUG, c'était les conférences techniques sur vraiment les développeurs jeux vidéo, et on avait fait venir Félix Moll qui maintenant est à Goblins Studio, qui donne plein de conseils au studio, c'est absolument incroyable. Qui du coup lui en spécialiste à l'équilibrage, il nous avait dit que quand vous faites un deck building notamment, vous avez une offre de cartes, et en fait dans cette offre de cartes, vous avez nécessairement des cartes qui sont impassables, c'est-à-dire qu'il faut les prendre, d'accord. C'est celles-là, elles sont plus rentables que les autres. Typiquement, elles vont coûter 2, mais elles vous rapportent 2 dès que vous la jouez. Donc en fait, le tour où vous allez la jouer, elle est déjà rentabilisée, et quand vous allez la jouer, elle est rentabilisée 2 fois, et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui ne vont être intéressantes que si vous avez pris ces premières cartes, et il y en a d'autres où c'est tiers. C'est-à-dire que si vous les avez, potentiellement, ça peut être bien, mais ça va correspondre à une stratégie plutôt qu'une autre, quoi. Est-ce que toi, vraiment, c'est
c'est quelque chose auquel tu souscris ou justement par rapport à cette idée d'émotion dont tu parles, parce que il y a un rapport très émotionnel en fait à l'intention que tu as vis-à-vis du joueur. Est-ce que justement c'est ça en fait qui va te motiver, c'est l'émotion de la personne plutôt que justement les possibilités en termes de game design? C'est le combo des deux en fait. Mais je suis complètement d'accord avec ce truc avec ce que tu disais là sur le deck building. T'as envie qu'il y ait des cartes qui te sautent aux yeux et t'as envie que des cartes, celle-là elle est pourrie, mais si je chope sa pote, ça fait grave des chocs à pic et du coup vas-y je le tente, je sais pas, et puis quand elle sort, t'es trop content. Ah ouais. Mais il y en a un qui l'achète à ta place et du coup t'es dégoûté. Oui. Et du coup tu t'en rappelles de cette partie. Et c'est ça en fait qui est cool. Ce qui est génial, c'est de se rappeler de ces parties en fait. Ouais, c'est pas juste de jouer Les meilleurs jeux, c'est ceux dont tu te rappelles. C'est beau. Ça pourrait être une fin d'épisode, mais le problème c'est que j'ai d'autres questions. Si tu veux, je le redis après. Je vais le noter. Mais justement, un truc aussi où je t'ai vu quand t'étais pas en train de présenter un proto, ce qui est rare, c'est non mais c'est vrai, c'est une façon gentille et détournée de dire que pour être auteur, autrice, faut bosser, faut faire des jeux. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il y a aussi le fait de probablement laisser son ego de côté, c'est-à-dire qu'il y a des jeux, ils marchent pas alors qu'en fait toi t'y crois, mais du coup tu vas bosser sur un autre jeu. Je suppose que ça marche comme ça, hein, c'est-à-dire le côté, moi j'appelle ça des concepts tiroirs. En mode, tu sais, tu tacs et puis tu le ranges dans un tiroir, mais le tiroir il est jamais perdu en fait. Hein. Non, Hein, j'ai tous mes carnets dans un tiroir. Dans un tiroir. Mais ouais. Et du coup, je te vois notamment, là on est à Maître Renard, qui est une boutique près de Montpellier, du côté de Latte, et t'as notamment beaucoup de jeux quand t'achètes des trucs, c'est en fait voilà, j'ai acheté pas mal de jeux pour pouvoir les tester. C'est parce que t'es un passionné, ou plus parce que justement tu veux voir ce qui sort et tu veux te nourrir en fait en termes de culture game design. Comment est-ce que ça marche cette entre guillemets cette j'aime pas dire consommation parce que justement c'est dans une optique de conception, mais tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de la culture ludique et pour moi c'est important en fait. Hein, c'est ce que en fait j'ai envie de voir quel est le grappin du moment. On en revient avec métaphore filée. Non, mais j'ai envie de voir quel est le grappin du moment. Et puis, des fois, il y a des jeux où, en fait, en voyant la boîte, je me suis dit, hey, ça va être trop cool. Mm-hmm. Et j'achète le jeu, j'y joue, et je me dis, ah putain, en fait, moi, j'avais imaginé plein de trucs dans ma tête. Et quand je sors le jeu, en fait, c'est pas ça. Alors, c'est pas que c'est nul, c'est que ça me plaît pas. C'est que c'est pas pour moi. Et du coup, par contre, moi, j'ai envie de faire comme ça. Donc, en fait, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Ok. Voilà. Et il y a des jeux qui viennent comme ça. Et pareil, là, tu vois, ah, mais ça, c'est génial, mais en fait, cette partie du jeu, j'aime pas, mais celle-là, j'aime bien. Et puis, celle dans ce jeu-là, cette partie, j'aime pas, mais celui-là, j'aime bien. Et puis, du coup, ça fait deux parties que j'aime bien. Si je les mets ensemble, est-ce que ça fait quelque chose? Tu vois, voilà, moi, c'est des trucs que j'aime bien. J'aime bien la métaphore de l'horloger aussi. Oui. Déjà, ça me passionne. Moi, tu vois, j'ai vu ta montre en premier tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ouais, non, mais j'adore. Tu m'as dit bonjour, oh, la montre. Ouais, c'est ça. Bonjour, la montre. Et puis après, je t'ai vu toi. Oui, c'est ça. Mais je suis vraiment hypnotisé par les rouages, en fait. Tu vois, les rouages de l'horlogerie, le truc. Et en fait, les jeux, c'est un peu ça. T'as besoin, en fait, que les rouages aillent bien ensemble. Mais en fait, rien ne t'empêche de démonter 5 montres, de récupérer des rouages un peu partout, de les mettre, et puis ta montre, elle va peut-être marcher. Oui. Voilà. Et du coup, moi, je trouve ça génial. Et j'adore ouvrir des jeux et jouer aux jeux. Et par contre, je préfère y jouer parce que lire les règles, ça marche. C'est chiant. Oui. Et surtout, j'y reviens, je suis un peu chiant sur ça, mais t'as pas les émotions, en fait. Non, mais c'est super intéressant. Quand tu lis des règles, t'as pas les émotions. Tu dis, ça c'est ok, c'est malin. Quelle émotion ça procure, je sais pas. Est-ce que ça va marcher ou pas, je sais pas. Le problème de ça, de trop se baser sur les émotions, c'est que ça dépend aussi des joueurs avec qui tu joues. Tu arrives à sentir, comment dire, tu arrives à sentir un emballement en termes de test, où tu sais que tu tiens quelque chose vis-à-vis de ton public. Je suis un peu hyper émotif. Un petit peu. Et en fait, ça aide. Parce que du coup, en fait, quand je fais jouer des protos à des gens, j'arrive à lire, en fait, j'ai fait du poker aussi, bref. Ok. J'ai arrêté parce que j'étais un peu trop hyper émotif. Mais
j'arrive à lire en fait les émotions des gens, en tout cas globalement. Et donc du coup, même quelqu'un qui va me dire à la fin du test, ah non mais c'était bien, j'ai bien aimé. En fait, j'arrive à sentir, ouais t'as bien aimé, mais en fait ce passage-là c'était pas bien. Non non mais si ça va. Ouais mais tu vois, ce truc de en fait à un moment t'étais obligé de jouer une carte et t'as pas eu le choix et t'étais frustré parce que t'aurais bien aimé avoir un choix. C'était frustrant ça. Ah ouais j'avais oublié. Ouais mais moi je l'ai vu. Tu vois, et ça, moi, je veux pas que ça soit dans mon jeu. Et pareil, des gens qui disent ah mais c'était nul machin et tout, et qui disent ah mais c'est nul, c'est déséquilibré, il faut changer ça parce que ça va pas et tout. J'arrive à savoir non mais en fait t'es juste frustré parce que t'as pas réussi ton coup et que t'as perdu la partie, mais en fait ça je m'en fous. Tu vois, et du coup ça c'est important aussi. C'est là que je me dis que l'IA fait peur à beaucoup de gens, mais moi sur ça elle me fait pas trop peur quoi. Oui. ChatGPT, tu lui dis crée un jeu sur des bateaux qui font le tour du monde, ok il te le fait, jette un dé, avance un bateau, voilà. Analyser les émotions des gens et savoir s'il faut que ça soit un peu plus tendu, un peu moins tendu, ça c'est compliqué. Ouais. Et ça c'est de l'émotion et ça c'est de l'humain et pour l'instant on est encore un peu en avance. Beaucoup, oui, c'est bien. Hein. Oui. Je l'utilise, je le montre à mes élèves. Non, mais... y a pas de souci, notamment en marketing. Je le montre. Si vous êtes une entreprise, formez-vous en marketing et en utilisant ChatGPT. Faites pas que ChatGPT, il y a des erreurs. Hein. Ouais. Il y a des gros trucs que je vois passer. Moi j'utilise aussi beaucoup. Hein. C'est terrible. Hein. J'utilise ChatGPT, Midjourney, enfin, c'est des outils, il faut les utiliser en tant qu'outils et c'est très bien. Oui. Mais faut faire attention, c'est pas des artistes. Tout à fait. Bah, d'ailleurs, je te cite en éducation média notamment, okay. Par rapport à un proto sur lequel tu travailles et où, quand tu as demandé... Frost. Tu as demandé des personnages leaders. Et tu as sorti que des hommes, puisqu'il y a aussi une problématique de représentation qui est liée au biais cognitif. En fait, globalement, quand vous programmez votre IA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le terme intelligence est encore, philosophiquement, c'est un certain débat. C'est ça, c'est artificiel. Et la partie artificielle fait que l'IA va reproduire en fait certains biais qu'on a en société. Hein, c'est le côté systémique. Et donc, là, ça t'avait agacé, parce que du coup, avec que des hommes blancs de 40 ans. Ah. C'est terrible. C'était fou. C'est terrible et du coup voilà, on a parlé de l'IA et c'est vraiment de ça que dont à chaque fois que ça me revient effectivement c'est compliqué. Toi justement tu vas t'aider de ça, mais juste après tu rembrayes sur des programmes à toi où justement il y a des jeux où tu veux voir jusqu'où l'IA va. Non, j'ai jamais demandé des règles de jeu l'IA. D'accord. Ah oui, non, ça te. Non, je lui demande de l'aide pour la recherche de vocabulaire des fois. Ok. Typiquement, je te sors un exemple au pif, là, j'ai pas fait ça, mais je fais un jeu sur des marchands phéniciens dans la mer Méditerranée et je vais demander à ChatGPT quelles étaient les 5 ressources les plus vendues par les marchands phéniciens. Oui, d'accord. Pour que ce soit mes 5 ressources dans le jeu. Voilà. Là, un exemple vrai que j'ai fait avant-hier, je fais un jeu sur des chamans amérindiens qui vont capturer des esprits. Quand ils les capturent, ils les mettaient où ? J'ai demandé à ChatGPT, qui m'a répondu de la merde, mais oui. En creusant un peu, ça allait mieux. Mais voilà, en fait, je fais des recherches comme ça, où je dis, je cherche un titre pour ça, ça parle de ça et de ça, propose-moi des titres. Il va m'en proposer 5 mauvais, je vais lui redemander 10 fois, et sur les 50, il y en a peut-être un qui va me donner une idée d'un truc un peu mieux. Mais en fait, ça favorise un peu. Et sur Frost, tu vois, par exemple, il y a les explorations. Ouais. Je lui ai fait réécrire des textes. Je lui dis, un mec tombe dans une grotte, fais-moi un truc de 3 lignes. Oui, puisqu'en plus voilà, c'est ça. Ça permet d'avoir un prototype en plus joli. C'est ça. Mais effectivement, toi, tu as besoin quand même d'avoir tes propres soit programmes, soit tableau Excel pour pouvoir faire ton équilibrage comme toi tu l'entends. Quoi. C'est là où il y a le piège aussi, c'est de laisser... Tu vois, sur Frost, il n'y a pas de tableau. Oui. C'est tout au feeling. Parce que c'est un jeu qui n'est basé que sur le feeling. Et que sur la sensation de jeu. Ouais, puisqu'on est vraiment sur le côté leader qui essaye de s'installer. Il y a quand même un côté diplomatique très fort. Il y a un côté diplomatique. C'est du post-apo, donc il faut que ce soit compliqué. Il faut que tu t'en chies, mais pas trop. Parce qu'il faut quand même que tu t'amuses un peu en jouant. Sinon... Mais et du coup, c'est très dur parce que ça, c'est du réglage à la ressource près. Et du coup, à chaque fois que je change une ressource à un endroit, il faut que je refasse des parties. Et une partie, c'est 2 heures. Donc du coup, il faut trouver des gens. Et si possible, des gens qui n'ont jamais joué. Oui. Pour avoir des ressentis nouveaux. Donc du coup, c'est compliqué. C'est vraiment très dur en développement, ça. C'est là où on a différents jeux aussi qui vont nécessiter un temps de travail très très différent en termes de... Mais, encore une fois, celui-là, comme il est basé principalement sur les émotions,
ben, c'est pas grave s'il est un peu déséquilibré en fait. Oui, à partir du moment où tu sors Parce que c'est pas ça qui compte. En fait. Ouais. Ce qui compte, c'est d'avoir une histoire à raconter à la fin. Et on a tous la même règle. Oui. On joue tous avec les mêmes règles. On s'adapte. Ouais, c'est hyper intéressant. Ce sera intéressant de creuser ça sur un autre épisode. Je pense que je vais voir avec toi pour faire des post-mortem en termes de jeux de plateau sur lesquels tu as bossé. Des post-mortem. Ouais. En gros, c'est des analyses rétroactives. Okay. Où justement, on essaye de comprendre en fait la mécanique qui marche et pourquoi est-ce qu'elle marche comme ça, alors que sur d'autres jeux, en fait, elle va marcher différemment. Ok. Et du coup, c'est notamment le post-mortem, c'est quand tu revois en fait l'entièreté du projet et où justement en animation par exemple, tu as le truc du là en fait pour que le retour du personnage soit fluide, en fait, il faut enlever des images. Ce qui fait qu'en fait, quand vous faites pause, le perso il est moche, mais c'est normal parce qu'en fait, sinon il peut pas se retourner aussi vite. Et là, c'est un peu pareil. C'est là en fait, vous êtes obligé d'avoir cette mécanique-là qui en fait fait une interruption, mais vous en avez besoin, sinon les joueurs ils ont pas le temps de parler. Oui. Tu vois, des espèces de trucs comme ça. Et ça, c'est en termes d'analyse un peu pointue, je dirais presque à un pixel près. C'est joli. Merci. Ça fait une belle phrase de chose. C'est important. En tout cas, merci beaucoup Florian Siriex. Ça, c'était quoi la phrase de fin? C'était que j'ai oublié. Ce qui est important dans la création de jeu, c'est l'émotion. C'est ça? Je sais plus. À très bientôt. J'espère que vous avez noté. Au revoir. Au revoir.